على مولانا رسول الله وآله. دائما في اليوم الثالث من الأيام الأولى للتراث وللبيئة الجديدة 2024 المنظم من طرف مؤسسة شعيب الصليبي الدولي، نستقبل أخا عزيزا وزميلا في شخص الأستاذ الدكتور عمر بن جلول، المحامي بهيئتي الرباط ومرسيليا، وعضو نقابة المحامين بالرباط. وكما تعلمون فهو ينتمي إلى عائلة سياسية عريقة ببلادنا، وهو ليس فقط أخ وصديق ولكنه صديق للمؤسسة كذلك، وليست المرة الأولى التي يشرفنا بحضوره، وكل مرة إلا ونسعد بوجوده بين ظهرانينا. سيحدثنا الأخ والصديق الأستاذ عمر بن جلول عن الانتداب السياسي وتضارب المصالح، وهو موضوع جد مهم، لأن تضارب المصالح في بلادنا أصبحت قاعدة، وهو أساس لمفسدة كبيرة. إذن سوف نتطرق لهذا الموضوع من خلال القانون والتشريع المغربي، فهو أكرر مرة أخرى موضوعا جد مهم، وربما نحن في الجديدة نعرف تبعاته أكثر من المدن الأخرى. وسأكتفي بهذا وأعطي كلمة لأخي وزميلي الأستاذ الدكتور عمر بن جلول. لك الكلمة أخي. شكرا الأستاذ والأخ والزميل مولاي أحمد. وطبعا لا يمكنني إلا أن أكون جد فخور جد سعيد أن ألبي هذه الدعوة في هذه المؤسسة التي تحمل اسم معلمة فقهية وتاريخية في العالم العربي الإسلامي. ويعني كم ما حاجتنا بهذا التاريخ المجيد، وما حاجتنا بهذه المشروعية العلمية والأخلاقية، خاصة في هذا العمل النبيل التي تقوم به مؤسسة صديقي الدكالي في حماية الذاكرة الجماعية وفي الاستثمار في رصيدنا طبعا الأخلاقي. كلفني أخي وزميلي بهذا الموضوع اللي فعلا هو موضوع شائك حول علاقة الانتداب السياسي أو الرسالة السياسية للمنتخب بصفة عامة وتضارب المصالح كطبعا خرق أخلاقي. اسمحوا لي نظرا لتواجد ضيوف فرنسيين لتناول كلمتي باللغة الفرنسية. إذا للحضور الكريم امتناع فسأستمر في لغتنا لغة الضاد، وإن لم يكن هناك امتناع فسأقوم بمداخلة باللغة الفرنسية. هي طبعا ضروري نمشي شوية بالعربية، عربية فرنسية يعني تثبيت هذا التراث المشترك. وانا سعدت بمداخلات الصباح، وهذا نجاح حدث لبلدنا على ان التطرق لتاريخنا رغم الجراح ورغم الصعاب ان نتطرق في هذه الدار، دار المقاومه وجيش التحرير، ان نتطرق لارشيف الحمايه بدون اي حرج وبدون اي عقده كما لبعض الأمم القريبة لنا. فهذا في حد ذاته أكيد أنه تقدم أخلاقي وفكري ورقي حضاري رائع جدا. إذن le mandat politique et le conflit d'intérêts. Donc je disais que j'allais présenter mon allocution en français par rapport à la présence des invités français parmi nous. J'ai demandé ce qu'il y a une opposition. J'ai vu qu'il n'y avait pas d'opposition dans ce sens, et que j'allais emprunter aussi une nouvelle langue qui s'appelait l'arancé, c'est-à-dire arabe-français, qui chevauchait entre
entre les deux langues pour donner de la dimension commune. Alors, le conflit d'intérêts en matière de mandat politique et donc de mandat électoral surtout et de responsabilité institutionnelle et électorale, c'est d'abord une définition. Donc, une définition selon laquelle s'articulent trois grands thèmes, qui est la prévention, l'incrimination et la culture. La prévention, l'incrimination et la culture. On peut faire une synthèse en matière de définition de ce qu'est le conflit d'intérêts. On pourrait faire simple en matière de formulation. C'est une opposition entre l'intérêt public ou l'intérêt général et l'intérêt privé. Tout simplement de l'acteur institutionnel ou de l'élu ou du fonctionnaire public. Donc l'intérêt général est bien sûr défini par un consensus, défini par un débat public, défini par une constitution, un texte constitutionnel ou une loi dite légitime par rapport à une élection, en tout cas par rapport à un processus de légitimation donné. Lorsque l'intérêt personnel de l'acteur, donc de l'acteur du manipulateur de cet intérêt général, s'oppose donc à cet intérêt général, eh bien là nous sommes en plein conflit d'intérêts. Donc il y a un conflit entre cet intérêt personnel de l'acteur institutionnel, fonctionnaire public ou élu, et cet intérêt général communément délimité par différents processus de légitimation. Peut-être que le processus le plus civilisé jusqu'à présent reste le contrat social, soit la Constitution, donc qui définit quelque part ce qu'est un intérêt général. Donc, qu'est-ce que j'entends par le premier aspect de cet encadrement, j'ai envie de dire, du conflit d'intérêts par rapport au destinataire du mandat politique? C'est la dimension préventive. Donc, la dimension préventive, il y a bien sûr deux grands axes que sont la législation et les institutions qui se mettent en place pour prévenir de ce conflit d'intérêts. Donc la législation répond grosso modo à quelques principes internationaux liés à la gouvernance, à la transparence et à la reddition des comptes, n'est-ce pas? Bien sûr aussi à la participation, donc à une espèce de démocratisation institutionnelle dans chacune des institutions. Et il y a bien sûr la question de la mise en place des institutions qui agissent dans cette prévention. Les institutions qui agissent dans cette prévention, nous avons les instances, bien sûr, de prévention contre la corruption, nous avons le système judiciaire proprement dit, nous avons les différents guides de bonnes pratiques administratives, tout un arsenal institutionnel pour justement prévenir de cet aspect immoral, bien sûr, de la vie publique. Quelles sont les différentes sources donc législatives ou les différentes sources de droit par rapport à cette question, cette définition que nous avons entamée, qui est le conflit d'intérêts? Bien sûr, il y a la Convention internationale de lutte contre la corruption de New York en 2004, donc c'est une source de droit international, et nous savons que le droit international, selon la Constitution de 2011, a la primauté par rapport au droit interne. Donc c'est une nouveauté extrêmement claire, sauf s'il y a bien sûr une opposition à un héritage culturel. Mais en l'espèce, le conflit d'intérêts ne représente absolument aucun particularisme sociétal ou religieux. Au contraire, il y a une extrême conformité dans les différents messages ou les différentes sources de droit, qu'elles soient religieuses, morales ou positives, à ce qu'il y ait une lutte contre cette contradiction institutionnelle. Donc nous avons cette convention internationale qui a été inscrite ou transposée dans le bloc de constitutionnalité à partir de l'article 36 de la Constitution. Nous sommes, je crois, de mémoire et de lecture ou d'analyse, le seul texte constitutionnel qui est sorti de son rôle de rappel de notre référentiel
de notre référentiel moral et nos principes universels des droits humains à aller directement s'attaquer à l'incrimination de certaines pratiques, notamment celle du conflit d'intérêts et du délit d'initié. Et c'est là où on voit quelque part un peu l'état d'avancement de cette constitution par rapport à justement les différentes lois ordinaires qui sont existantes et différentes élites politiques qui sont en exercice dans les différentes institutions. Donc on a cet article 36 qui est fondateur, qui incrimine justement le conflit d'intérêts et qui incrimine le délit d'initié dans les différents mécanismes de concurrence par rapport au marché public, ce qui est en soi assez avant-gardiste. Et à partir de là, bien sûr, nous avons des lois ordinaires qui sont complètement incomplètes. Pourquoi incomplètes? Parce que le conflit d'intérêts, contrairement à cet article 36, n'est pas retranscrit dans le texte pénal. C'est-à-dire le code pénal ne prévoit pas le délit ou le crime du conflit d'intérêts. Mais nous avons une panoplie d'incriminations qui peuvent converger vers cette définition générale de conflit d'intérêts, que sont par exemple la corruption, l'abus de fonction, le népotisme, le clientélisme, le détournement de fonds, etc., le trafic d'influence, etc., du 526 et suivant du code pénal marocain. Donc le conflit d'intérêts en soi, contrairement à l'article 36 de la Constitution, et c'est une contradiction, encore une fois, une hypocrisie normative, comme on a eu à le dire dans une précédente session avec la Fondation, cette hypocrisie normative est quelque part bloquante des acteurs judiciaires. Donc, parfois, il y a des gymnastiques judiciaires qui doivent se faire pour justement agir sur cette réalité du conflit d'intérêts. Donc c'est là où nous pouvons éventuellement passer vers cette incrimination, cette régulation du conflit d'intérêts qui a deux grands aspects que sont le contrôle, donc le contrôle de l'égalité et bien sûr la coercition, la répression pénale. Nous parlons de la répression pénale, donc encore une fois la répression n'est pas forcément prévue directement dans le texte, donc on est obligé par exemple à ce que un juge d'instruction financier puisse avoir l'élément de preuve à ce qu'il y ait un népotisme ou un clientélisme ou un détournement de fonds pour pouvoir traiter du conflit d'intérêts. C'est-à-dire le conflit d'intérêts en tant que tel, prévu par certaines législations lorsque ces législations nous règlent la situation, par exemple, des incompatibilités. Régler la situation de l'incompatibilité, c'est aussi répondre à la question du conflit d'intérêts. Oui, d'accord, mais est-ce que cela est incriminé ou non? La réponse est bien évidemment non. C'est-à-dire si vous avez une fonction, par exemple administrative, une fonction publique de responsabilité, que vous êtes encore inscrit dans un ordre des avocats, sans que vous soyez radié, là il y a une incompatibilité. Très bien, mais est-ce que cela est incriminé en tant que tel? Bien sûr que non. Certains juges d'instruction aujourd'hui, c'est la justice d'instruction financière, avant, pour ma génération et celle d'avant, c'était la Cour spéciale de justice, qui avait compétence unique à Rabat, qui traitait ce genre de sujet. Aujourd'hui, ça a été plus ou moins démocratisé d'un point de vue territorial et affecté aux cours d'appel de 5 ou 6 régions. Et donc, c'est la justice financière pénale. Je reviendrai sur la question du contrôle de légalité qui est tout autre chose. Donc, cette justice financière pénale, bien sûr, n'a pas donc le droit, ou n'a pas ce qu'on appelle l'élément légal de l'infraction, qui est le conflit d'intérêts, donc pour pouvoir traiter directement de l'incrimination de cette situation de conflit d'intérêts. Donc il est obligé de passer par différents mécanismes qui sont certes prévus par le droit national, qui est plus ou moins conforme à la Convention de New York et donc à l'article 36 de la Constitution.
Donc nous avons eu plusieurs affaires, justement, soit en défense, soit en demande, à traiter de cet élément, c'est-à-dire de dire que la situation d'incompatibilité n'est pas forcément accusatoire d'un acteur institutionnel. Mais malheureusement, c'est là où je reviendrai au dernier élément qui est la culture, malheureusement, cette situation d'incompatibilité, de par l'exercice politique et l'exercice institutionnel des élus territoriaux, j'en suis un, je suis élu à la ville de Rabat, n'est pas, et malheureusement, en tout cas dans l'exercice politique marocain, est source de soupçons réels. C'est-à-dire, il y a tout le dispositif de signalement, de la déclaration de soupçons avec le ministère public ou la justice d'instruction, c'est réellement des situations qui prêtent justement à se poser des questions en tant que parquetier, c'est-à-dire en tant que ministère public ou en tant que juge d'instruction ou même en tant que média ou en tant que société civile intéressée par les affaires publiques et par justement cet éveil ou ce suivi en matière de corruption, politique. D'un autre côté, cette régulation, donc nous avons prévention, régulation, cette régulation, il y a aussi le contrôle, ce qu'on appelle le contrôle de légalité qui est exercé par les autorités déconcentrées. Il y a ce débat, cette dialectique entre la déconcentration et la décentralisation. Donc tout le système des walis et des gouverneurs ont cette capacité, bien sûr, d'intervenir dans les soupçons de conflits d'intérêts par rapport aux différents élus en déférant, donc là c'est une évolution jurisprudentielle ou une évolution légale, pour justement démocratiser un peu cette dialectique ou essayer de balancer entre la déconcentration et la décentralisation. Donc aujourd'hui, nous avons un troisième acteur qui est la justice administrative depuis 1993. C'est-à-dire que le contrôle de légalité permet à ce wali justement de demander la résiliation d'un élu local, provincial ou régional en référé ou au fond, au tribunal administratif, bien sûr, du ressort géographique, et la justice administrative, bien sûr, répond, dépendamment des différents dossiers, répond à ce type de résiliation. Bien sûr, là, on est d'accord que cette résiliation n'est pas une incrimination pénale, mais en tout cas, c'est une action de régulation du wali qui est équivalente aussi en France, si ma mémoire est bonne, c'est le L 123 et 125 du Code général des collectivités territoriales, si ma mémoire, monsieur le rapporteur peut-être me corriger si je me gourre sur la numérotation, mais en tout cas, le Code général des collectivités territoriales, le préfet a donc ce droit de saisir le tribunal administratif pour soit réhabiliter une situation, soit pour carrément résilier un élu. Bien sûr, nous avons aussi la Cour des comptes et les cours régionales des comptes qui, elles, interviennent sur les financements. Encore une fois, le conflit d'intérêts n'est pas dans le raisonnement. Et comme on dit en matière de droit judiciaire, le qadi la yahkumu bi'ilmihi. C'est-à-dire combien même il sait que cet élu est le propriétaire de cette entreprise ou que cet élu est le frère du propriétaire de cette entreprise, malheureusement, le domaine de définition, le domaine d'action du juge financier n'a pas à intervenir sur ce conflit d'intérêt moral d'abord et avant tout, mais agit sur un détournement ou sur une illégalité financière qui lui paraît de par l'audit financier qui établit la Cour régionale des comptes ou la Cour centrale des comptes. À partir de là, il a ce choix, bien sûr, de déférer au parquet, donc de déférer au parquet financier ou à la justice d'instruction financière, s'il y a, alors heureusement qu'il a encore ce droit, s'il y a une qualification pénale par rapport aux délits, aux crimes dont on a parlé, que sont la corruption, le népotisme, le détournement, etc., etc. Mais le conflit d'intérêts en tant que tel, malheureusement, n'y est pas encore. Et d'ailleurs, ce n'est pas
le seul sujet qui est absent dans le droit criminel marocain, et c'est là où je fais ma transition vers la culture, car le droit ne peut pas répondre à tout. Il faut deux grands vecteurs que sont un, la culture, et deux, la volonté politique. On ne peut pas avoir un ministre de la Justice qui, en répondant à l'Assemblée nationale, vous dise que j'ai retiré, qui assume, enfin je cite une déclaration qui est dans toutes les vidéos et dans tous les médias, donc je ne suis absolument pas dans le cadre ni de la diffamation, ni dans la dénonciation calomnieuse, qui déclare et qui assume que si on vote pour l'enrichissement, la loi sur l'enrichissement illicite, nous n'allons trouver personne pour se présenter aux élections. C'est une déclaration miraculeuse qui affirme, dans une institution constitutionnelle qu'est l'Assemblée nationale, par un ministre de la Justice, et des Libertés, troisième dans le rang protocolaire gouvernemental, que effectivement l'opération électorale au Maroc est basée sur des acteurs corrompus. N'importe quelle exégèse de cette déclaration aboutira bien sûr à cette interprétation sans absolument aucun soupçon ou tendance vers une qualification relative à la diffamation. Aussi, la question des marchés publics. Nous avons une vacance légale qui est terrible. Un article 36 de la Constitution qui me parle du délit d'initié, tsrib. Le délit d'initié, c'est tsrib, bimena, on est dans une information cruciale sur un marché par rapport à des termes de référence et par rapport à de la technicité, on va dire matérielle ou légale avant les autres, donc ce qui porte atteinte à la concurrence loyale pour justement avoir le marché. Donc l'article 36 de la Constitution, qui est la loi suprême, le prévoit. Mais lorsqu'on va vers les lois ordinaires, nous n'avons pas une loi sur les marchés publics, ce qui est terrible. Nous avons un décret sur le marché public. Nous avons avec nous un représentant du Conseil d'État. On sait ce qu'est la valeur d'un décret dans, bien sûr, la pyramide de Kelsen, ce qui est quelque part un dénonciateur, non pas un annonciateur, mais un dénonciateur de la volonté politique à garder quand même ces marges d'opacité. Lorsque la société civile, encore une fois, la société civile qui est aussi un acteur principal de la question de la culture et de la question de la conscience et de la question, bien sûr, de la volonté politique, agit dans le sens de la lutte contre la corruption, en dénonçant des acteurs institutionnels, en dénonçant des élus. Le parquet fait son travail en faisant cette gymnastique de qualification, en poursuivant, en allant vers justement des poursuites. Et on a vu les médias nous parler quand même de quelques 134 grandes poursuites par rapport à des conflits d'intérêts entre du crime organisé et des élections parlementaires, etc. Surtout les 3-4 dernières années. Aujourd'hui, il y a une volonté politique de ce gouvernement justement de ne pas d'interdire à cette société civile, d'interdire à ces associations de justement pouvoir faire des signalements au parquet financier, de pouvoir faire des signalements à la justice d'instruction dans le nouveau code de procédure pénale. Est-ce que ce n'est pas finalement une couverture, une protection justement de ces corrompus qui ont été déclarés comme importants dans l'opération électorale par le ministre de la Justice. Donc là, il y a finalement une espèce de responsabilité morale et éthique par le gouvernement que justement de maintenir cette marge d'opacité. C'est vrai que ce même gouvernement en 2023 ou 2022 a émis un projet de loi sur le conflit d'intérêts qui n'a pas encore vu le jour et qui stationne toujours dans les tiroirs du secrétariat général du gouvernement et qui est, alors qu'il aurait pu être tout simplement introduit dans le nouveau code pénal avec les libertés individuelles et d'autres friandises,
légale, mais cela n'est pas le cas. On a choisi de faire une loi pour justement compliquer la procédure et pour que cela soit bloqué dans le secrétariat général du gouvernement. Donc oui, le conflit d'intérêts, c'est cette opposition entre l'intérêt privé de l'acteur institutionnel et l'intérêt général tel que défini par la société, la conscience collective, qui justement répond à ces trois grands axes. En attendant le meilleur, je te remercie de m'avoir invité sur ce sujet aussi important. Mon cher ami et confrère, c'est toujours une grande joie, un grand plaisir de te recevoir. C'est toujours très instructif. Je suis fier d'avoir des confrères du niveau de maître de judo. Il y a beaucoup à dire. C'est vrai que nous avons des efforts à faire, que ce soit au niveau des lois ou de la jurisprudence de manière générale. Et aussi, comme tu l'as précisé, sur le plan moral et politique. La déclaration que tu as citée du dit ministre est juste inacceptable. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans ce pays, que nous aimons et pour lequel nous voulons tout le bien du monde, bien entendu, à ce qu'un haut responsable dit clairement que si on instaure une loi qui a pour objectif de moraliser la vie politique au Maroc, eh bien cela aura pour conséquence d'évincer toutes les personnes de bonne volonté. Vous m'avez compris. Cela est juste horrible, inacceptable. Faudrait, je pense, mettre un peu de morale. D'ailleurs, c'est l'objectif de notre fondation, c'est morale et esthétique, c'est notre credo. Et aussi, au niveau des lois, il faudrait... Pourquoi tant la Constitution, elle date de 2011, nous sommes en 2024. Pourquoi le Code pénal marocain ne mentionne toujours pas le conflit d'intérêts? Elles sont très simples. Pourquoi nous n'avons toujours pas de délit d'initié comme institution dans notre droit? On ne peut pas avancer, on ne peut pas évoluer sans morale, c'est la base de toute chose. S'il n'y a pas de morale, il n'y a rien, parce que tout se construit sur la morale. Merci beaucoup, cher confrère et cher ami. Je sais que d'autres combats t'attendent et que tu vas nous quitter pour défendre le droit, tout simplement, pour se mobiliser contre des projets qui, tout simplement, n'ont pas lieu d'être. Je te remercie pour ça. Je remercie tous les juristes, les avocats de bonne volonté qui militent contre ces projets. Mais j'espère que vous serez rejoints après par les notaires, voilà, et toutes les personnes de bonne volonté. Merci beaucoup encore, cher Omar, et je te dis à la prochaine rencontre, Inch'Allah. Avec grand plaisir. Merci bien.